Bonjour à tous et bienvenue au sein de ce webinaire live. Je suis donc Damien Besson, je travaille chez Brainwave au sein de l'équipe Product Management et donc je suis accompagné de Sébastien Fèvre pour présenter ce premier webinaire de la rentrée qui est le premier d'une série donc de 3 webinaires sur le thème de la revue. Bonjour à tous. Comme c'est une session live, je vous invite à poser vos questions via le petit encart à droite qui doit apparaître sur votre écran. Nous répondrons bien sûr à l'ensemble de vos questions dans la mesure du possible à la fin de la session. Et donc pour démarrer cette session, je vous propose de définir déjà dans un premier temps ce qu'est la revue des accès. Donc la revue des accès, c'est un processus par lequel vous allez vérifier que l'ensemble des accès de vos utilisateurs aux différents actifs de l'entreprise, donc que ce soit des applications, que ce soit des données non structurées ou que ce soit de l'infrastructure, sont conformes donc à votre politique de sécurité, mais également à la réglementation en vigueur pour votre entreprise. Et donc c'est un processus qui est périodique, dont la fréquence va dépendre directement de vos contraintes de conformité. Donc pourquoi parle-t-on de revue des droits d'accès aujourd'hui ? Notamment parce que en 2002 est apparue la loi Sarbanes-Oxley, et donc qui a finalement obligé un grand nombre d'entreprises à mettre en place ce processus. Donc la plupart le faisaient déjà, mais là ça a été vraiment la loi qui les a obligés à passer le pas. Au démarrage, donc il y a 20 ans, on était plutôt sur des revues qui étaient là pour répondre à cette loi directement. Donc ça n'était pas vraiment un processus itératif, c'était plutôt un processus d'ailleurs manuel, assez complexe à mettre en place. Là où aujourd'hui, finalement, beaucoup d'entreprises déploient la revue, et pas seulement les entreprises soumises à la réglementation SOX. Elles mettent en place en fait ce processus à travers l'ensemble de leur système et l'ensemble de leur organisation. Et donc ça devient en quelque sorte une bonne pratique liée à la gouvernance des accès et une arme essentielle en fait contre finalement les problèmes de cybersécurité auxquels l'entreprise fait face, puisque ça va permettre à l'entreprise de passer en mode proactif et donc de maintenir une bonne hygiène en fait au niveau des accès aux actifs de l'entreprise. Et donc pourquoi c'est une arme ? C'est une arme parce que ce processus se base sur 3 principaux objectifs. Le premier objectif, c'est la traçabilité. Donc savoir qui peut accéder à quoi dans l'entreprise, savoir également pourquoi les personnes ont ces accès, et enfin savoir qui a approuvé ces accès. Et cette traçabilité, elle va venir de pair avec tout ce qui est délégation des responsabilités. C'est-à-dire qu'on va venir solliciter les sachants directement pour leur demander en fait de valider ces accès, puisque c'est eux qui ont la connaissance de leurs équipes, les accès qui doivent être attribués finalement aux membres de leurs équipes. Il est important de leur demander de valider ces différents accès. Enfin, ces 2 objectifs vont s'inscrire dans un processus d'amélioration continue qui va permettre de régulièrement détecter les anomalies et également de remédier les anomalies avec pour objectif de limiter les risques, bien sûr. Donc on n'est plus seulement dans un objectif de conformité, mais on va également être dans un objectif de limiter et de gérer les risques liés aux accès. Alors pourquoi en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que la quantité de systèmes et d'applications se sont démultipliées ces dernières années au sein des entreprises. Et donc il devient en fait indispensable d'identifier et de valider l'ensemble des accès à ces ressources, quelles qu'elles soient. Et donc ces ressources, elles sont extrêmement hétérogènes puisqu'on va retrouver des systèmes on-premise, on va également retrouver des systèmes de type SaaS dans le cloud, des systèmes de type infrastructure. Et donc, ça devient extrêmement compliqué de récupérer l'ensemble des infos sur les accès et de les faire valider. Voilà, donc on va retrouver des difficultés en termes de collecte et de conciliation des données.
On va retrouver également des difficultés à suivre les nouvelles réglementations puisque notamment la dernière en date, la RGPD, qui concerne tout le monde aujourd'hui. Mais on a également des réglementations qui sont spécifiques pour la santé, etc., qui voient le jour aussi régulièrement. Et donc, comment est-ce que l'on met en place la revue des accès? Donc, si on remonte 20 ans en arrière, on était essentiellement sur un processus manuel. Donc, on allait avoir une première étape qui allait consister à collecter et consolider la donnée de manière manuelle. Donc, on se retrouvait avec des fichiers Excel très conséquents. Ensuite, on a une deuxième étape qui a pour objectif de formater et de demander au manager de revoir les accès. Donc cette étape-là aussi était manuelle. Il était assez compliqué en fait de présenter des informations non pas techniques, mais qui parlent au manager, qui parlent au métier, afin que derrière ils puissent prendre une décision éclairée. Et enfin, la troisième étape auquel on arrivait très difficilement, qui consistait en fait derrière à appliquer les modifications demandées suite à la revue. Donc pourquoi on y arrivait difficilement? Parce que en fait les deux premières étapes prenaient déjà beaucoup de temps, trop de temps, notamment les reviewers, les personnes qui vont revoir les accès, souvent éprouvaient une fatigue, parce que c'est pas l'objectif principal de leur métier, c'est quelque chose qui est annexe à leur activité. Ils ont peu de temps à y consacrer et ils se retrouvent avec des fichiers très volumineux à traiter. Donc souvent, ils étaient tentés de tout valider par défaut. Donc on se retrouvait avec des revues qui étaient finalement pas derrière applicables, avec du coup une difficulté à mettre en place l'étape 3. Et le temps pris étant tellement important, on se retrouvait en fait à devoir de nouveau itérer avant même d'avoir pu appliquer les remédiations dans les cités cibles. Donc finalement, c'était un processus qui était très démotivant pour l'ensemble des équipes et frustrant puisque voilà, on ne parvenait pas à remédier aux anomalies détectées. Aujourd'hui, ça a changé puisque on est à l'heure de l'automatisation de l'ensemble du processus. Donc la première étape va être totalement automatisée, ce qui va permettre de récupérer des informations des différents systèmes et de les consolider et de les centraliser de manière automatique, de façon continue. Ces informations, on va pouvoir derrière également les enrichir et les formater pour les présenter donc au métier et de manière à ce qu'elles soient compréhensibles pour les métiers. On va également pouvoir ajouter des informations de contexte, des informations qui vont aider au manager à prendre une décision face à un accès. Donc on va indiquer des informations sur le contexte technique d'un accès ou sur le contexte même organisationnel de la personne qui est propriétaire d'un compte. Et enfin, on va, en automatisant, en ancrant ce processus au sein d'un processus itératif, on va permettre derrière d'appliquer des modifications et de rester à jour, et donc finalement de rester en conformité de manière continue, et de le prouver donc facilement aux auditeurs lorsque l'on est audité en fin d'année. Alors Brainwave s'inscrit au sein de ce processus puisque Brainwave est l'outil qui va vous aider à automatiser cette revue. Et donc ça fait 10 ans qu'on est sur ce sujet-là. Donc on va vous permettre en fait d'automatiquement consolider l'ensemble des données grâce à notre plateforme qui est agnostique. Donc on va pouvoir importer des données issues du SIRH pour récupérer toute l'information organisationnelle qui va nous permettre d'aller solliciter notamment automatiquement les managers, mais également de récupérer toutes les informations issues de votre SI technique avec les accès aux différentes applis, que ce soit dans le cloud ou au sein de votre infrastructure physique. On va vous permettre d'avoir des interfaces extrêmement conviviales qui vont permettre notamment aux reviewers de gagner un temps très important lors de la revue et donc de gagner finalement l'adhésion des métiers à ce processus qui ont souvent tendance à voilà, le trouver trop gourmand et donc à le mettre de côté ou à le faire mal. Donc là, on va avoir des revues de type revue différentielle, on va avoir plein d'indicateurs qu'on va vous ajouter qui vont aider le manager à prendre des décisions. Donc derrière, on retrouve un gain de temps lors de la mise en place de ce processus. Et on va permettre de s'inscrire dans une amélioration continue puisque vous allez pouvoir itérer, planifier ces revues et démontrer donc à tout moment que vous êtes en conformité. Voilà pour cette courte introduction sur la revue, ce qui nous amène directement aux questions. Donc la deuxième partie de notre session live aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'encart disponible en haut à droite de l'écran. Donc Sébastien Fèvre va Oui, répondre. tout à fait.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, je vois que ça s'agite dans le petit panneau questions. Là, il y en a quelques-unes qui commencent à tomber. Peut-être, Damien, je vais te laisser peut-être faire le tri, synthétiser, Ouais. et peut-être me poser les questions dans l'ordre que tu préfères, ma foi. Alors, première question. Pourquoi dites-vous que la revue des accès concerne toutes les entreprises? Toutes les entreprises n'ont pourtant pas cette contrainte de conformité. Alors, bonne question, effectivement. Alors, ça ramène finalement à l'introduction de Damien, hein. C'est-à-dire la revue des droits et des accès. C'est un geste de conformité qui a été mis sur le devant de la scène avec Sarbanes-Oxley, donc début des années 2000. Et historiquement, c'est quand même effectivement, ça vient plutôt du contrôle interne du monde de la finance. Et c'est donc plutôt les entreprises qui sont sur des secteurs soumis à des contraintes de conformité qui y sont sujettes. Euh, ça, c'était vrai pendant un certain temps. Néanmoins, ce qu'il est assez intéressant de noter, c'est qu'il y a eu plusieurs choses, plusieurs événements, hein, qui ont fait bouger les lignes. La première, c'est que cette logique de revue, déjà tout simplement, elle fait maintenant partie de tous les référentiels de conformité et de sécurité. C'est-à-dire si vous prenez les référentiels FIPS aux États-Unis ou l'ISO 27000 en Europe, par exemple, hein, dans la 27002, vous allez retrouver ces contraintes qui sont ces contraintes de revue de droits et des accès. Donc, dès lors qu'on parle de droit d'accès logique, on est quasiment, et qu'on applique une politique de sécurité, on est quasiment obligé de passer par là. Mais au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ma foi, la professionnalisation quelque part, hein, des activités de cybersécurité fait que on se met de plus en plus à réaliser des contrôles sur des sources d'ailleurs de données qui sont de plus en plus variées, donc pas seulement les applicatifs, mais ça peut être aussi les infrastructures, ça peut être les droits d'accès aux données, ça peut être aussi des écarts de contrôle particuliers d'ailleurs, hein, et dans tous ces cas de figure, on se retrouve maintenant en tant que professionnel de la cybersécurité à devoir administrer des plans de contrôle et surtout à gérer toutes les problématiques de remédiation ou de qualification des écarts, hein, qui en découlent. Eh bien, quand on regarde ça, finalement, la meilleure façon de gérer ces problématiques de contrôle, de validation de contrôle, de qualification de contrôle et de remédiation des contrôles, c'est à nouveau de passer dans des mécanismes de revue. Et donc, pas des revues de droit et d'accès, mais bien des revues d'écart de contrôle. Et donc, en ce sens, aujourd'hui, toutes les entreprises, effectivement, se mettent dans des postures de revue. Pourquoi? Parce que c'est finalement la meilleure façon d'industrialiser à la fois la production, mais aussi la résolution et la qualification de tous les écarts de contrôle, hein. Donc, qui est le mieux placé finalement qu'un responsable d'équipe pour valider si oui ou non le prestataire a quitté l'entreprise en début de mois. Hein, donc c'est vraiment on back to basics, on revient sur des choses assez simples, et pour faire en sorte que ça tourne, que ce soit automatisé, on repasse par des mécanismes de revue. C'est d'autant plus important que la transformation digitale fait qu'aujourd'hui, ces écarts de sécurité, qui sont souvent d'ailleurs des écarts de qualité dans les référentiels, on peuvent avoir des conséquences qui sont assez lourdes, hein. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, les accès sont ouverts sur l'extérieur. Donc, si vous n'avez pas forcément mis en place une authentification unifiée, des référentiels unifiés de personnes, et que vous avez encore des comptes d'accès qui traînent un petit peu partout, ma foi, vous pouvez vous retrouver assez rapidement dans une situation où lorsqu'une personne quitte l'entreprise, presque tous ses comptes d'accès sont désactivés. Presque, mais pas tous. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des partages, par exemple, qui sont encore accessibles, hein, dans du G-Drive, dans des choses un peu plus exotiques, si vous n'utilisez pas la suite Office. Vous pouvez aussi avoir des accès sur des progiciels métiers, voir la capacité qu'a la personne à encore passer, par exemple, ou valider des commandes sur des plateformes de e-business. Donc ça peut arriver. Tout simplement parce que vous avez ces écarts de qualité de données. Donc tout ça concourt au final, hein, et en plus, de plus en plus d'ailleurs dans ce monde moderne, à faire en sorte d'utiliser comme une sorte de voiture balai cette opération de revue, à la fois pour traiter des problèmes de qualité de données pour toutes les entreprises, pour traiter de la réduction du risque sur les situations critiques et ou les applications qui sont soumises à de la réglementation type Sarbanes-Oxley, mais aussi typiquement pour venir tout simplement faire en sorte que je dirais votre transformation digitale se passe du mieux possible. Alors,
Une deuxième question. Nous avons déjà un processus complet de gestion des accès en place. Pourquoi ajouter un processus de revue? C'est une bonne question. Cette question, elle ramène finalement à un socle applicatif qu'on appelle, alors historiquement l'IAM, l'Identity and Access Management, qui est arrivé d'ailleurs peu ou prou avec Sarbanes-Oxley, début des années 2000. C'est là qu'on a eu l'explosion des solutions IAM. C'est un marché qui s'est pas mal structuré depuis, et donc cette partie qui est vraiment la partie de la gestion du droit d'accès, et en particulier la gestion de la demande de droit d'accès, ce qu'on appelle le cycle de vie des personnes et le cycle de vie des comptes d'accès. C'est ce qu'on a, ça apparaît sous le trigramme IGA, Identity Governance and Administration, ou IAG, Identity and Access Governance. Cette partie-là, finalement, c'est vraiment, s'il fallait la résumer, c'est vraiment cette idée qui consiste à dire lorsque j'arrive dans l'entreprise et qu'on me donne des droits d'accès, eh bien, ma foi, j'ai quand même des processus ou des procédés qui font que ces droits d'accès ou ces demandes sont validés. Donc, j'ai bien des personnes quand même qui vont se mettre en posture, typiquement un responsable d'équipe ou un responsable d'application, de valider que ces demandes sont légitimes. Et on pourrait être tenté de se dire, mais ma foi, puisque toutes les demandes sont effectuées, puisque tous les droits sont validés proprement en bonne et due forme, pourquoi, ma foi, s'embarrasser de faire en plus une revue des droits et des accès, puisque ces accès ont été proprement demandés. Dans un monde idéal, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que dans un monde idéal, on pourrait se dire que oui, les accès ont été demandés, et d'ailleurs, les applications sont le reflet exact de la réalité, et donc tout se passe bien. C'est vrai, c'est presque vrai, c'est-à-dire que pour que ce soit complètement vrai, il faudrait effectivement que l'ensemble du geste technique qui suit soit complètement automatisé et exempt de problèmes, c'est-à-dire que dès lors que c'est validé, les comptes dans les applications sont parfaitement créés avec exactement les bons droits. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'il faut que 100% des événements qui surviennent dans l'entreprise re-rentrent dans cette dynamique de gestion des droits et des accès, c'est-à-dire que il faut aussi que mon système soit parfaitement au courant que le prestataire a quitté l'entreprise, que cette personne exerce peut-être une autre activité, etc., etc. Ça, c'est le deuxième aspect. Le dernier aspect, bien sûr, lorsque l'on fait ça, c'est qu'a priori, les droits sont très très uniformes et donc les droits sont bien régimentés. À un métier correspond à un lot de droits d'accès et pas autre chose. Tout ça mis bout à bout fait que dans la vraie vie, on se retrouve souvent dans une situation où cette gestion de la demande, qui est d'ailleurs une contrainte de conformité aussi, puisqu'il faut pouvoir prouver aussi que, notamment sur les systèmes critiques, les droits n'ont pas été comme ça distribués au petit bonheur la chance, mais ont bien été approuvés par qui de droit. Eh bien, ma foi, sont rarement le reflet exact de ce que l'on va retrouver dans les systèmes. Et donc, c'est vraiment cette logique de ligne de défense, c'est-à-dire qu'une sécurité qui est bien gérée, c'est une sécurité en ligne de défense dans laquelle vous allez avoir cette première ligne qui est le fait que les droits sont proprement demandés et proprement validés par les donneurs d'ordre. Et en voiture-balai, deuxième ligne de défense, à intervalles de temps réguliers, on vient vérifier que les droits constatés dans les systèmes sont bien le reflet de ce qu'on imagine via cette demande d'accès. Et troisième ligne de défense, d'ailleurs potentiellement, vous avez en plus de l'analyse de log derrière qui vérifie que peut-être en temps réel, vous n'avez pas des attaques ou des compromissions qui sont effectuées sur les systèmes. Et c'est bien tout ça mis bout à bout qui fait que vos systèmes sont globalement sous contrôle et sécurisés. Ce serait une erreur que de se dire que uniquement le fait que les droits soient correctement demandés fait que vous répondez à la fois à une posture de conformité et que vous réduisez vos risques. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant. Nous réalisons depuis plusieurs années des revues via Excel. Aujourd'hui, notre principale problématique est la satisfaction utilisateur. Quelles sont vos suggestions? Déjà bravo, parce que réaliser des revues via Excel pendant plusieurs années sans être épuisé, c'est quand même déjà un exploit. Quelque part, le législateur, lui, il présuppose pas du moyen, c'est-à-dire que le législateur, lui, il dit pour être conforme, il faut que les droits soient revus régulièrement par les personnes qui sont en responsabilité, donc tantôt les responsables d'application, tantôt les responsables d'équipe, quel que soit le moyen. Donc je dirais Excel, ça fonctionne aussi. En tout cas, du point de vue du législateur, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème. Donc le sujet, il va plutôt être sur deux aspects. Il va être à la fois sur une problématique d'efficacité opérationnelle sur le geste, d'un côté, et l'autre côté sur la pertinence, je dirais, des résultats obtenus et le fait que ces résultats soient réellement appliqués dans les systèmes ensuite. Faire une revue à la main,
via Microsoft Excel, c'est quand même énormément de travail, puisqu'il faut extraire les données, il faut croiser les données. Donc ceux qui le font à la main aujourd'hui voient bien de quoi je parle, hein. Donc c'est des recherches V ou des VLOOKUP dans Excel à n'en plus finir pour essayer peu ou prou de consolider des fichiers, ventiler ces fichiers en X petits fichiers en fonction de qui va devoir réaliser la revue, et puis derrière animer à la main, donc envoyer des dizaines voire des centaines d'emails, des dizaines voire des centaines de relances, recompiler tous les résultats derrière dans des fichiers pour essayer de voir un petit peu ce qui a été fait, pour après courir après les différents responsables applicatifs, faire en sorte que tout ça soit vraiment fini, suivi des faits. Et la bonne mauvaise nouvelle, c'est que dès qu'on a fini, ça recommence. Et donc on réextrait à nouveau les fichiers, on rapproche les données, on traite les problèmes de qualité de données, on reventile tout ça, etc., etc. Donc quelque part, c'est vraiment sans fin, hein, et il y a une certaine fatigue qui s'installe d'un point de vue opérationnel, et puis surtout, assez rapidement, on arrive sur une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire que on arrive à un optimal de ce qu'on sait faire à la main, et puis on peut pas aller plus loin. C'est un problème, notamment dans le cadre de la transformation digitale, parce que la transformation digitale, ça a eu un effet mécanique, hein, c'est-à-dire que dès lors que pour déployer une application, il suffit de saisir un numéro de carte bleue, et puis une demi-heure plus tard, vous avez une nouvelle application dans le parc applicatif. On a vu ce que ça a donné, hein, c'est des dizaines, voire des centaines de nouvelles applications qui arrivent aujourd'hui annuellement dans les entreprises. Et donc, le fait de traiter la posture de sécurité, et notamment la revue derrière, ça devient de plus en plus laborieux. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est un aspect tout simplement d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire faire ça à la main. Le deuxième aspect, il est lié à la pertinence de la revue elle-même, parce que vous avez une limite finalement quand vous faites ça à la main, et assez rapidement, je dirais que les données que vous allez consolider sont quand même des données assez basiques, assez brutes. Et donc vous allez d'ailleurs souvent fournir l'intégralité de cette donnée brute à vos utilisateurs pour leur demander de faire la revue. Ces utilisateurs, qu'ils soient responsables d'équipe ou responsables d'application, très souvent, une procédure de contrôle qui est obligatoire, mais qui est quand même pas dans leurs objectifs annuels, hein. C'est-à-dire qu'ils se lèvent pas le matin avec dans l'idée de dire moi mon job c'est de faire de la revue. Bon, il se trouve qu'ils sont en première ligne et donc on va leur demander de faire ça en plus de leur job. Et donc il y a un matin où ils vont avoir ce fichier Excel qui va tomber, il va falloir faire cette revue. De façon très pragmatique, et nous on le voit bien, hein, c'est-à-dire ils vont avoir pas plus de 5 minutes de temps utile à y consacrer à cette revue, hein, donc quel que soit ce que vous leur envoyez, ils y passeront rarement plus de 5 minutes parce qu'ils ont aussi, entre guillemets, un vrai boulot dans l'entreprise, hein, et leur boulot c'est pas de faire de la revue. Et donc assez rapidement, on peut se retrouver dans une situation où ils ouvrent un fichier, il y a des centaines de lignes, c'est pas forcément très compréhensible parce qu'il y a juste des codes de groupe Active Directory ou des codes de permission rattachés à des personnes, peut-être même avec des problèmes de qualité de données. Bon, s'ils sont très très scolaires, ils vont quand même faire le geste, mais ça leur prendra beaucoup plus que 5 minutes. S'ils sont un peu bougons, ils le feront pas, donc ils vont se mettre dans une posture où ils vont essayer de trouver un écart de qualité de données. Donc par exemple, votre fichier contient encore des personnes qui sont parties, qui ont quitté l'entreprise depuis plusieurs mois, donc ils vont vous faire une réponse polie en vous disant bah écoutez, votre fichier là, hein, il est inexploitable. D'ailleurs la preuve, un tel, ça fait déjà 3 mois qu'ils sont partis, donc moi je veux pas traiter. Et donc, bon, ils vous remontent le fait qu'il y a un problème de qualité de données rédhibitoire à leurs yeux. Ou le pire, hein, c'est que finalement, ils vont faire semblant de le faire. Donc, ils vont tamponner en blanc. Donc, ils vont peut-être traiter les 10, 20, 30 premières lignes. Et puis, pour le reste, ils vont dire, bon, c'est OK. Alors, ils vous renvoient le fichier et puis c'est bon. Et donc, vous êtes dans une fausse posture de conformité. Hein, c'est-à-dire que vous avez des retours partiels. Et puis, en plus, les retours, vous pouvez pas trop compter dessus. Ça peut peut-être faire illusion sur l'auditeur, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à réduire vos droits d'accès correctement avec cette posture. L'intérêt d'un outillage là-dessus, c'est qu'on va quand même bien sûr avec un outil beaucoup plus loin que ce que vous pouvez faire à la main. Et donc dans l'ergonomie de la revue, on va être capable non seulement de présenter les informations à revoir, mais on va être aussi capable de présenter du contexte autour des informations à revoir. On va être capable de mettre en perspective cette information, c'est-à-dire par exemple, est-ce que ça occasionne des risques par rapport à votre politique de sécurité? Est-ce qu'il y a des écarts de contrôle qui sont attachés, soit de type ITGC, hein, donc les comptes ne sont pas utilisés, les droits d'accès n'ont pas été approuvés, ça occasionne des problèmes de séparation de tâches, par exemple. On va être capable de présenter l'information de différentes façons, de la grouper, voire même alors ça c'est plutôt lié à Brainwave, mais de réaliser, d'appliquer dessus des algorithmes d'analytics pour le coup, hein, donc d'intelligence artificielle aussi pour représenter la donnée différemment, pour vous présenter les droits qui sont un peu atypiques par rapport à des droits communément attribués, par exemple, hein, au sein de votre équipe. On va être aussi capable de tirer parti des anciennes revues.
pour possiblement d'ailleurs aussi vous présenter uniquement les informations qui sont pertinentes à revoir. Peut-être que ce qui n'a pas changé depuis un mois et qui avait déjà été approuvé par ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin de le revoir. Donc peut-être que Brainwave va automatiquement vous le cocher, par exemple. Donc quelque part, dit autrement, faire en sorte que les 5 minutes de temps cerveau qu'on a gracieusement décidé de bien vouloir vous accorder, elles soient utilisées, elles soient exploitées de façon vraiment utile. Et donc réduire la charge de revue. Et donc ça, c'est l'outillage qui le peut vraiment, parce que l'outillage, c'est pas uniquement de la collecte et de la corrélation de données, mais c'est aussi énormément d'analyse et de mise en situation, qui fait qu'au final, cet exercice de revue, vous allez être capable de l'effectuer de façon utile. Et puis derrière, le dernier aspect, il est lié à la remédiation, c'est-à-dire que non seulement on va être capable avec un outil de faire la revue, de consolider les résultats, mais on va aussi s'assurer que toutes les décisions qui ont été prises sont vraiment suivies des faits dans les systèmes. Et donc suivre l'état de remédiation. Si on a demandé à ce qu'un compte soit désactivé, l'outil derrière vraiment va coller le système cible et va vraiment s'assurer que c'est fait, réellement fait, et pas uniquement écrit dans un fichier Excel de résultats ou un rapport. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, vous avez vraiment un vrai gain. Et d'ailleurs, on a, si vous êtes intéressé, on pourra vous les transmettre. On a théorisé ça quelque part, puisqu'on a aussi des calculs de ROI qui sont faits sur cette base-là et qui montrent assez rapidement que vous avez même un gain financier à passer sur un outillage versus du Microsoft Excel. Alors, une autre question. Quels sont les principaux écueils lorsque l'on planifie la mise en place d'un processus de revue? Par exemple, comment définissez-vous le périmètre à revoir? Surtout quand on prend un outil, on pourrait être tenté de lancer énormément d'initiatives autour de la revue. Et c'est un piège en fait. C'est un piège parce que la revue, c'est un processus ou un procédé qui fait intervenir énormément de personnes dans l'entreprise. Et quelque part, c'est un procédé qui sort du champ de l'équipe sécurité, puisqu'on va directement parler aux lignes, au business line, donc aux responsables d'équipe, aux responsables d'application, aux responsables de processus dans l'entreprise. Dit autrement, ça induit mécaniquement une conduite du changement, parce qu'il va falloir que ces différentes personnes comprennent ce qu'on attend d'elles, quelque part aussi comprennent l'utilité de ce qu'on va leur demander, et à un certain moment qu'on les embarque là-dedans, donc qu'elles soient convaincues de ça. Donc tout ça fait dire que lorsque vous démarrez des initiatives de revue, pour faire en sorte que ce soit un succès, même si vous avez vraiment en cible le fait de généraliser les revues et que ça devienne vraiment quelque part la colonne vertébrale de la sécurité applicative, il va falloir démarrer entre guillemets petit, et donc c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment cette idée, petit, pour faire en sorte de vous assurer d'une bonne adoption et du succès des premières opérations de revue. Alors comment on fait ça? Eh bien, on revient sur ce qu'on sait très bien faire en sécurité, on revient sur de l'analyse de risque tout simplement. Et donc il faut vraiment partir sur des risques. Donc par exemple, plutôt que de faire une énorme revue et de demander à chaque line manager de revoir l'intégralité des droits de son équipe, si vous avez mis par ailleurs en place des contrôles, c'est intéressant plutôt de démarrer par ce qu'on pourrait appeler des micro-recertifications, qui sont plutôt des revues basées sur des écarts de contrôle. Donc par exemple, si vous avez déployé des contrôles de séparation de tâches, c'est intéressant de démarrer par des revues d'écarts de séparation de tâches, gradées par niveau, des écarts type extrême ou de haut niveau. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez solliciter un responsable d'équipe pour lui dire, bah, écoutez, on a détecté chez vous qu'un tel, un tel et un tel pouvaient finalement, par leur cumul de droits, déclencher des mécanismes qui font qu'ils vont être capables de réaliser des fraudes dans votre système SAP, dans Salesforce, que sais-je encore, vous avez forcément l'adoption des personnes en face. C'est-à-dire la personne ne pourra pas vous dire, bah, écoutez, moi c'est pas mon job, ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire de ma journée. Donc ça c'est vraiment la clé. Donc partir finalement sur une analyse de risque et se dire, bah, je vais finalement me raccrocher à l'analyse de risque et dire, bah, tous les risques qu'on considère comme n'étant pas acceptables pour l'entreprise, bah, je vais les rentrer dans mes processus de revue. Donc ça peut être effectivement démarrer par des revues d'écart de contrôle de SOD, démarrer par des revues de type compte à privilège par exemple, donc plutôt démarrer par les infrastructures pour le coup, démarrer par des écarts de type entre guillemets non conformité. Donc j'ai des droits qui apparaissent, je veux dire des droits spontanés dans les applications. Donc j'ai un écart entre ma gestion de demande de droits et les droits que je constate dans les systèmes.
Donc c'est ça que je vais demander à réviser. Donc ça permet vraiment de favoriser l'adoption. Accessoirement, ça permet aussi de faire une revue qui est plutôt de type micro-certification, parce qu'on ne va pas demander énormément de travail de revue aux personnes. C'est pas des listes super très très longues, forcément. Et on va pas forcément solliciter tout le monde, mais ça va vraiment les mettre dans cette posture positive et se dire, ok, il y a un nouveau processus et ce nouveau processus, il est intéressant. Et puis derrière, on va l'étendre gentiment. Toujours avec cette logique d'analyse de risque. Mes applications qui sont business critical, mes systèmes sur le cloud sur lequel j'ai effectivement des risques par rapport aux tierces parties, et puis derrière rentrer la conformité bien sûr, donc mes systèmes financiers par exemple parce que j'ai de la contrainte Sarbanes-Oxley, etc. Mais c'est vraiment cette logique de dire cette revue elle rentre normalement, il faut la rattacher à la politique de sécurité, elle la rattacher à l'analyse de risque pour qu'elle soit comprise et adoptée par les équipes. Alors, une dernière question. Vous proposez une solution qui pourrait correspondre à nos besoins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, la logique, effectivement, avec Brainwave, c'est qu'on a travaillé maintenant depuis à peu près une dizaine d'années sur cette thématique, qui est la thématique du contrôle et l'analyse des droits d'accès logiques, avec cette approche qui est finalement de se dire, il est indispensable quelque part pour nos clients d'être en capacité de reprendre le contrôle sur l'ensemble des actifs IT de l'entreprise. Donc que ce soit au niveau infrastructure, application ou données, les enjeux aujourd'hui, notamment de transformation digitale, font qu'il est indispensable pour nos clients vraiment à chaque instant d'être en capacité de savoir qui travaille ou qui collabore pour l'entreprise, qui a accès à quoi, que ce soit au niveau des infrastructures, des applications ou des données, et est-ce que cela peut possiblement me mettre dans une posture à risque, que ce soit un risque de fraude, un risque de fuite de données, un risque d'attaque d'ailleurs, possiblement. Et donc c'est vraiment ça la raison d'être de Brainwave. Nous sommes un outil d'analyse et de contrôle. C'est une approche qui est, ma foi, assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui est très complémentaire de ce que vous pouvez déjà avoir par ailleurs sur tout ce qui va concerner la gestion du droit d'accès. Donc que ce soit, je dirais, quel que soit le niveau dit de maturité dans l'entreprise, que ce soit fait manuellement, que ce soit fait, que cette demande de droit soit traitée comme on le voit de plus en plus dans des systèmes type ITSM, ServiceNow ou autres, ou que vous ayez un ou plusieurs systèmes dits de gestion des identités pour gérer ce droit d'accès. Quelque part, l'approche Brainwave, c'est vraiment une approche qui va venir un petit peu comme en mode hélicoptère et qui va vous permettre d'avoir cette vision globale de ce qui se passe chez vous. Donc à la fois sur des droits d'accès qui sont des droits aujourd'hui qui peuvent être des droits déjà sous gestion, donc souvent des droits d'accès applicatifs de quelques applications chez vous, mais aussi de voir ce qui se passe au niveau de toutes vos infrastructures de données. Donc si vous êtes en déploiement sur de l'Office 365, du Google Suite, ou si vous avez des répertoires partagés chez vous, du SharePoint, mais aussi tout ce qui va se passer au niveau des infrastructures, donc les serveurs, les bases de données, les systèmes cloud, donc AWS, Google Cloud Platform, AD Azure, etc. Donc on a vraiment cette vue hélicoptère avec Brainwave. C'est une approche dite analytics, donc on ne va pas gérer le droit d'accès avec Brainwave, on va vraiment se mettre en logique de cartographie et de contrôle. Et sur cette base-là, on va être capable de quelque part assez rapidement de vous donner une note ou une posture par rapport à vos différentes contraintes, qu'elles soient internes ou externes, notamment vos contraintes de conformité. Et on va aussi vous aider à être plus efficace sur l'exécution, à la fois la consolidation de ces contrôles pour être capable de reporter en interne sur votre posture, mais aussi l'exécution des différents contrôles et ou des différentes procédures liées au contrôle. Et donc c'est dans ce cadre-là que rentre notamment la revue des droits et des accès. C'est une approche qui est ma foi de plus en plus plébiscitée par nos clients qui se mettent aujourd'hui dans une posture qui est dans une posture de type celui qui contrôle n'est pas celui qui fait, et surtout dans lequel, et notamment parce qu'on a une multiplication des applications et des actifs, dans lequel on a de plus en plus souvent besoin d'avoir un outil quelque part transversal qui va venir corréler toutes ces informations, parce qu'on est, ma foi, souvent contraint par les silos applicatifs. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire du contrôle sur un procédé ou un processus, parfois on se retrouve dans une situation où une partie de l'application, c'est de l'historique interne dans l'entreprise qui est géré par un premier système. Une autre partie de ce processus, c'est peut-être un système cloud, peut-être que ça finit dans du Salesforce par exemple. Et puis
Et puis d'ailleurs, la fin du processus, c'est aussi des fichiers parce qu'on a des répertoires un petit peu sensibles avec de la donnée personnelle, pas de chance, et donc l'IA-RGPD, ça rentre aussi dans le processus. Et donc, avec Brainwave, on est capable de tout embrasser, là où finalement, sans cette approche analytics, vous êtes obligé de rester en silo et souvent d'ailleurs obligé de déployer plusieurs outils de gestion, un spécialisé dans la data, un spécialisé dans les applications, un troisième spécialisé dans les systèmes cloud, pour bout à bout avoir des bouts de vision de ce qui peut se passer dans vos systèmes. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, c'est le mot de la fin. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, donc ne vous inquiétez pas, on y répondra par mail. En attendant, je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour le prochain webinaire sur ce même thème, la revue, qui aura lieu le 1er octobre à la même heure, 17h, voilà, où nous développerons donc ce sujet. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur notre site web. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Merci Damien, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.